merci d'avoir bravé le froid, merci d'avoir bravé les intempéries du jour. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la paix, pour parler de la littérature, faire de telle sorte que le sujet de l'actualité qui déferle les journaux en ce moment puisse être vu avec un mode de vue des gens qui sont venus de Brazzaville, les gens qui sont ici, un ami qu'on ne présente plus, M. Emmanuel Dupuis, qui va servir de modérateur, M. Dominique Azy de Marseille, qui est venu de Brazzaville, M. Odilon, qui est ici écrivain, qui est pour la cause des femmes. Mais je laisserai tout à l'heure à Emmanuel Dupuis présenter nos intervenants. Et vous-même, ici dans la salle, vous aurez la possibilité d'intervenir. Qu'est-ce qui nous réunit ici? Il y a eu le club France Libre Propos, un club qui est constitué de journalistes, de juristes, qui a pensé qu'il fallait qu'on puisse se retrouver de temps en temps. Non pas seulement de temps en temps, mais débattre sur les questions de l'actualité, avoir des regards, surtout, comme je le disais au départ, de la diaspora, des gens qui sont au Congo, pour qu'on puisse se mettre d'accord, parler pour la République. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'un livre qui déferle l'actualité, de M. Dominique Kokou. On va pouvoir évoquer avec nos intervenants ici pour voir quel est le bien fondé de ce livre. Est-ce qu'il est temps de publier ce genre de livre? Est-ce qu'il est temps de débattre de ce genre de propos dans un livre quand on est leader d'opinion? Est-ce que c'est approprié de le faire? Place à Emmanuel Dupuis qui va nous présenter nos intervenants. En tant qu'universitaire, je ne voudrais pas non plus monopoliser la parole, mais prendre quelques éléments pour poser, non pas un diagnostic, mais poser le débat là où il se trouve. Premièrement, en rappelant qu'au moment où cet ouvrage sort, il y a quand même un danger, je ne ferai pas de jugement de valeur sur l'ouvrage, il se trouve que je connais évidemment aussi, comme vous, Dominique Kokou. Néanmoins, l'opportunité d'un ouvrage, alors même que le récit national congolais manque d'ouvrages collectifs, manque de travail introspectif, me semble ouvrir une perspective, non pas conflictuelle, mais en tout cas qui interroge sur la capacité de rassemblement dont a besoin le peuple congolais. Donc première question, l'opportunité de cet ouvrage au moment où nous nous réunissons. Avec là aussi une polémique qui est une polémique saine. Deuxième élément de réflexion que cela entraîne, la réflexion autour d'un rappel, peut-être faut-il le réassumer, d'un Congo uni. Il n'y a pas de Congo du Nord, il n'y a pas de Congo du Sud, il y a un Congo 5 125 000 habitants et 342 000 km², donc cela est important de le rappeler. Rappelons également que cet ouvrage a au moins l'avantage, si ce n'est la légitimité, d'ouvrir un autre débat, qui est celui de l'importance de l'appropriation territoriale. Autre élément que je voulais mettre en exergue, pour permettre à nos deux intervenants, eux, de dialoguer et donc de débattre sur le contenu de l'ouvrage, comme je le disais, l'opportunité de cet ouvrage qui vient, d'une certaine façon, contredire un contexte géopolitique qui, dans la région, a besoin d'apaisement et qui a besoin, encore une fois, de leadership. Tout ça pour dire que le Congo apparaît, depuis mars 2016, comme un havre de stabilité. Alors, je vous autorise à m'interroger ou à poser la question de la légitimité de mon propos. Mais en tout cas, par rapport à la comparaison que je viens de faire, il apparaît beaucoup plus structurant de penser que le Congo s'inscrit dans un temps plus long que ceux de ces pays du voisinage. Sur la question du génocide, c'est une question que j'ai étudiée en long, en large et en travers, à travers la planète. Et je crois qu'il ne faut surtout pas relativiser le terme. À vouloir tout mettre sous l'égide du génocide, on en oublie qu'il y a eu des génocides qu'il faut considérer et qui sont qualifiés comme tels. Évidemment, c'est le cas du génocide cambodgien dans les années 70, du génocide arménien en 1915, de la Shoah et bien évidemment du génocide au Rwanda. Bref, à force de mettre tout sous le même boisseau, atrocité, crime ou, comme c'est le cas d'ailleurs dans l'ouvrage, de dire que les crimes économiques participent
dans une logique génocidaire, on en viendrait à relativiser le terme génocide, et il me semble que cela n'est pas un service à rendre, là où il y a effectivement d'autres logiques génocidaires qui pourraient se mettre en place à l'avenir dans d'autres espaces géographiques. L'ouverture de cette réflexion sur ce qui est appelé dans le livre un génocide ne devrait pas nous oublier qu'il faut laisser aux historiens le temps de s'approprier l'histoire et non pas aux politiques le temps d'utiliser la mémoire, surtout quand elle est douloureuse et de fraîche date, pour se substituer au rôle des historiens. Je ne reviendrai pas non plus sur ce qui m'a semblé dans le livre être objet d'un débat, mais je crois que vous allez l'avoir, messieurs, sur les responsabilités françaises. Une bonne partie de l'ouvrage de Nikonkou pointe le doigt sur des complicités des milieux économiques et met le doigt précisément sur un certain nombre de compromissions qui appartiennent à l'auteur, et encore une fois, je ne voudrais pas rentrer dans un faux procès ou un procès d'intention par rapport à ce qu'il a dit, parce que je crois que vous allez y contribuer, utilement y contribuer. Néanmoins, je crois important de prendre cette question en révélant ce qu'elle peut dire. À force de focaliser sur la responsabilité des crimes économiques de la France, on en oublierait que d'autres États pratiquent la même politique. Asile Dominique de Marseille, vous êtes journaliste à Télévision Nationale du Congo et directeur du journal Le Choc au Congo, donc je vous donne la parole pour 15 minutes. Merci. Comprenez que je quitte le schéma déjà posé par mon cher confrère ici en tant que débatteur. Je reviens par la déformation professionnelle à l'essentiel. L'essentiel, c'est un livre, Le génocide de Lari au Congo. Ce livre est sorti, moi en tant que journaliste, en tant que faiseur d'opinion, je suis interpellé. Que dit ce bouquin? Le terme est grand, génocide. Et quand je vois que l'humanité aujourd'hui n'a connu que 4 génocides, je me refuse de les citer, le juriste est là, et je revois le Congo, le tout petit Congo, apparaître dans les grandes lignes du génocide, ce qui est une actualité complètement blâmable pour le Congo. J'ai jeté ma tête là-dessus de journaliste, donc de faiseur d'opinion, et de comprendre. On ne laisse pas l'opinion qu'aux seuls politiques. L'opinion intéresse les universitaires, les journalistes, les chercheurs. Quand le pays refuse de parler, eh bien le pays s'arrête. Quand la raison refuse d'exercer, l'humanité dérive. Et c'est en cela que quand nous avons quelqu'un qui a développé une thèse, eh bien, il faut bien qu'une autre thèse sorte de là, ou une forme d'antithèse pour que l'on puisse regarder. D'abord la forme du livre. Le livre apparaît avec une photo exceptionnelle. Je prends d'abord la forme. L'auteur s'appelle Dominique Nkonkou, avocat au barreau de Paris, docteur en droit international. Du coup, c'est un spécialiste des questions de droit, c'est un connaisseur. Il a la connaissance au barreau de Paris et docteur en droit. Quand le bouquin est sorti, je regardais d'abord la forme du bouquin. Il a apparu comme ça. C'est des images de cadavres, alignées à même le sol. Et pour moi, journaliste, cette illustration corrobore les écrits. La communication n'est pas seulement qu'écrite, elle aussi illustrative par l'image. L'image communique. Ici, l'image a communiqué. On me montre dans des corps. Ces corps-là signifient qu'il a eu génocide. Et Dominique Nkonkou place cette image au départ. Et quand j'ai vu l'image, l'effroi, mon peuple meurt, je suis journaliste congolais. Et j'ai lu l'intérieur. Mais je suis chercheur. J'ai cherché à comprendre dans quel village du Poul, dans quelle zone du Poul, on a massacré autant de personnes alignées et la population assiste avec une photo à l'appui. Quand on regarde cette image, les corps sont alignés, la population assiste. C'est ça le journaliste. Pour que je puisse prendre des relais et jeter mon degré dans la bagarre pour dire on a tué en masse. Le pouvoir congolais a dû massacrer des gens. On ne peut pas laisser ça sous silence, il faut y aller. Mais mon métier me demande de creuser, de chercher
pour relayer la vérité ou pour bannir le mensonge. Et quand j'ai fouillé, je tape sur Google, je vérifie, j'ai cette photo-là qui est déjà reprise au Ghana. Non, elle est reprise déjà au Ghana, elle est reprise au Cameroun, elle est reprise en RDC. Alors des Congolais qui sont morts dans le pool, qu'on retrouve en RDC morts, qu'on retrouve au Cameroun, qu'on retrouve ailleurs, ça commence à poser un problème. Du coup, j'ai compris qu'un Nkunku avait fait usurpation d'une photo qui n'est pas celle du Congo, et pour justifier, pour illustrer le génocide. C'est une illustration. Génocide au Congo, par exemple, des Lari, voilà les Lari qui sont tués. Du coup, je me suis dit, ah, ça commence à poser problème. Dès lors que la photo tombe, elle n'est pas une photo du Congo, ça a enlevé le crédit de l'ouvrage. Parce que je suis journaliste, je ne suis pas politique. Quand on dit quelqu'un, une banque a été pillée au Congo, et qu'on me montre une banque en France, celui qui écrit l'article commence à mentir. Il y a la diffamation qui va apparaître parce que si le voleur est congolais et que la banque est française, ben, l'article tombe du coup. La forme tue le contenu. La forme tue le fond. Et j'ai commencé à donner la crédibilité de M. Nkunku parce que l'image de couverture est un mensonge. C'est d'ailleurs le premier élément qui me demande d'intervenir. Et comme par bonheur, quand la presse en a parlé abondamment, Nkunku ressort une deuxième édition avec une photo changée. Et le changement de cette photo corrobore de ce que les écrits n'ont plus de crédit. On ne peut pas écrire comme ça. Le lendemain, la presse tire à boulet rouge sur la photo qui a été volée, qui a été une photo du Ghana, et qu'on illustre sur le Congo, on se rend compte qu'on a mal fait, et on va faire une autre édition avec la nouvelle photo. Et cette fois-ci, ce sont des populations qui se déplacent, ce n'est plus des morts. Alors quand vous avez ces deux publications, je n'ai pas fait la politique, je suis journaliste, ça m'interroge. Finalement, l'illustration a servi à quoi? Est-ce qu'on Nkunku, en parlant du génocide, en prenant les images du Ghana, en mettant sur le Congo, Nkunku est conscient qu'il a triché. L'image a commencé à trahir son auteur. Et quand je quitte l'image, j'en veux dans le fond. La première chose, je retiens au livre de Nkunku 3 points essentiels. Le premier point, c'est la négation du personnage de Ntumi. Ntumi, c'est une fabrication du président Sassou Nguesso. C'est ce que le livre dit. J'ai dit, je ne suis pas politique. Je lis ce qui est écrit là-dedans. Fabrication de Sassou Nguesso. Et quelque part, on dit, en fait, ce ne sont pas les Nigériens qui sont rentrés dans Brazzaville, non. Les Nigériens ne sont jamais rentrés là-bas. C'est une fabrication du pouvoir. Il n'y a pas eu ninja le 4 avril. Ce n'est pas les ninjas de Ntumi. Et même si Ntumi existe, c'est une fabrication de Sassou. Deuxième élément, c'est l'origine de la haine entre les Lari et les gens du Nord. Je dis bien les Lari et les gens du Nord. Je ne parle pas du Sud, je dis les gens du Nord. Et l'origine part de Opango. Opango qui a déclenché, qui est à l'origine de cette haine-là. Le troisième point, c'est la théorie du larisme, qui est la haine contre les Lari, développée par Kikungangot, et dont M. Nkunku reprend, qui montre qu'on est contre les Lari. Ces 3 points, la fabrication de Ntumi, le larisme, et puis la fabrication de la haine, le début de la haine avec Opango. Enfin, le dernier, le 4e point, c'est le génocide économique. Voilà les 3 aspects que j'ai retenus de ce bouquin, qui m'amènent à échanger avec vous. Et je suis en plein cœur de Paris. C'est ici que je crois être le monument de la connaissance, c'est ici. La ville des Lumières, où on échange, où on comprend. Ce n'est pas des pugilats, c'est la tête. Tu parles, je t'écoute. Et je parle, tu m'écoutes. On peut se contredire. Je m'en vais sur un fait simple. Je suis journaliste et le journaliste veut quelqu'un qui a besoin des preuves. Quand il parle, il donne des éléments de preuve. On n'écrit pas un article du journal par des simples occupations de l'esprit. Est-ce qu'il y a eu ninja, oui ou non? Je commence à démonter, je vous ai pris 4 points essentiels. Est-ce qu'il y a eu ninja à Brazzaville? Si oui ou non? Est-ce que la presse a couvert cet événement-là? Ce n'est pas une fiction. C'est une fiction, on ne cherche pas la presse. Si c'est un événement qui s'est passé au Congo, la presse doit être mise à contribution. Est-ce que les ninjas sont sortis à Brazzaville? Je crois que la vidéo peut nous prouver, moi je suis chercheur, que la vidéo nous prouve. Est-ce qu'il y a eu bel et bien ninja à Brazzaville? C'est une ninja à Brazzaville. La presse nationale internationale a dû faire usage d'un reportage sur l'entrée des ninjas. Alors, est-ce que le journaliste peut contredire pour dire c'est pas les ninjas qui sont rentrés? Le journaliste pour contredire, il n'écrit pas, il cherche les archives de la presse. On va regarder. Encore
encore dans les rues de Brazza, des barrages policés par la garde présidentielle congolaise, et puis ces grands mouvements de population des quartiers sud vers les quartiers nord, les quartiers sud qui sont bien sûr des quartiers qui soutiennent plutôt l'opposition au Congo. Ici, deux quartiers qui ont été les scènes de combats, de conflits qui ont duré plusieurs heures. Alors l'heure est maintenant à l'enquête. Le gouvernement accuse des miliciens qui soutiennent donc l'opposition d'avoir infiltré Brazzaville pendant la nuit et d'être montés à partir de ces quartiers sud pour attaquer une position militaire et 4 commissariats. Le gouvernement qui accuse les miliciens proches de cet ancien rebelle Frédéric Binsamou, les miliciens ninja sous la direction de Frédéric Binsamou. C'est ce climat insurrectionnel maintenant qu'on voit à Brazzaville et qu'on a vu un petit peu dépasser les limites de ce calme ces dernières heures pendant la nuit et qui risque de dégénérer. Ça inquiète beaucoup. Le Quai d'Orsay appelle à la retenue ce matin au Congo Brazzaville. Autre citation, je voudrais vous transmettre. Un témoin qui a croisé certains de ces miliciens pendant la nuit. Leur objectif, a-t-il dit, c'était de prendre la présidence, la télé et l'aéroport selon ce qu'ils nous ont dit. Est-ce qu'il s'agissait donc d'un coup d'État qui n'était pas arrivé au bout de la chose? On en saura sans doute plus dans les heures qui viennent. Ce sont des femmes, des hommes, des enfants, jeunes et vieux, congolais comme étrangers en provenance des quartiers sud de Brazzaville, Bakongo, Makelekele, Madibou et autres, qui ont quitté leur domicile pour se mettre à l'abri du danger. Pour ces populations en détresse, éviter le danger, c'est prendre la direction des quartiers nord de la capitale en transportant ce que l'on croit être essentiel. Des valisettes, des éponges et tout ce qui pourrait permettre de continuer à vivre. En franchissant la barrière policière de l'ex-centre culturel français, c'est le calme absolu après le passage de la force publique qui a permis non seulement de maîtriser la situation, mais aussi de procéder à l'évacuation des populations civiles. Ici, sur l'avenue de l'OUA, au lycée Saint-Exupéry, en face de Libération, c'est la fouille et le contrôle afin d'éviter toute infiltration de bandits armés en zone de paix. Vraiment, on est dans le néant, on ne sait même pas ce qui se passe. Brusquement, à 3 heures, on commence à entendre les coups de fusil partout et on n'arrive même pas à comprendre jusqu'à maintenant. Nous, on veut s'enfuir pour aller à Poto-Poto. Ils ont brûlé les véhicules, les commissariats, tout ça là. Donc nous, on a peur. On veut rentrer à Poto-Poto. Un peu devant vers le collège Angola Libre, c'est la désolation. Le commissariat central de police de la zone sud incendié, des motos et des voitures calcinées, le siège de l'arrondissement 1 brûlé. Mais pendant que ces zones de Brazzaville Sud sont en détresse, dans les quartiers nord et du centre de la capitale, la vie continuait normalement. Sur l'avenue des Trois Martyrs au plateau, sur la paix à Mungali jusqu'à Poto-Poto, les populations ont librement vaqué à leurs occupations, comme si rien ne se passait. La circulation routière et la circulation aérienne prouvent que la ville capitale Brazzaville n'était nullement paralysée totalement en ce 4 avril 2016. Vous avez suivi, vous savez, le journaliste, c'est pas le politique. Il fait nos recherches, il prouve que la négation, refuser que les ninjas n'ont pas attaqué Brazzaville. Et moi, journaliste, je vous sors un reportage. C'est ça les archives. C'est France 24. Mais mon ami Congo dirait France 24 a menti. Là, c'est encore Télé Congo qui est joué à France 24. Ces éléments permettent aux chercheurs, quand ils veulent regarder l'histoire du Congo, de comprendre que le 4 avril, il y a eu bel et bien une milice qui a attaqué Brazzaville Sud, brûlé une mairie, brûlé des commissariats. Et il dit Congo dit, le fameux droit de poursuivre les malfrats, c'est comme ça qu'on a tué les laris en masse. Mais Congo dit, ce que vous avez vu là, c'est une fabrication. Sinon, Sassou, lui, a fabriqué, c'est Sassou qui fabrique une Toumi, qui lui apprend l'ari et qui installe une Toumi dans le pool avec le but de le poursuivre et d'exterminer, pas de tuer une Toumi, mais de tuer les populations. C'est la théorie d'Nkunku. C'est-à-dire, M. Toumi n'est pas un fils de pool, il est né peut-être au nord du pays, il ne dit pas la région, il est né quelque part, et on lui a pris l'ari, on l'a installé dans le pool avec la mission d'attaquer toujours le pouvoir central et quand on va le poursuivre, on tue les laris. Voilà comment Congo demande comment est-ce que le pouvoir est parti tuer les laris en poursuivant Toumi. Je me pose la question de savoir en journaliste. Aujourd'hui, je suis de la cuvette ouest. On peut fabriquer un lari ou un vili,
on approche Larry Chevili, le Tégo, le Betty, on l'installe chez moi, et bien il se met à s'organiser très bien, il construit tout, il fait tout, personne ne s'inquiète. Entre cette guerre et la première, Ntoumi apparaît pour la première fois en 1998. La guerre du 5 juin prend fin en 1997. Kolela est parti, parce que vaincu avec l'Issouba, par l'effort de Denis Sassou Nguesso. Quand Kolela s'en va, Ntoumi prend le relais. Entre le déclenchement de la guerre de Ntoumi et Kolela, pour montrer en concours que ce n'est pas une fabrication de Sassou, je vais y aller, et c'est ça le journaliste, le président de la République reçoit les sages du Poul dans sa résidence. Il leur dit ceci. Après le départ de Kolela et de Youssouba, mes services m'informent qu'il se passe dans le Poul quelque chose de pas clair. Attention, j'attire votre attention. Nous sortons d'une guerre, on ne peut plus rentrer dans la guerre. Les hommes du Poul à cette audience, les hommes d'église, on peut d'abord dire, monsieur le Président, s'il peut y avoir redémarre des hostilités, ça ne sera jamais dans le Poul. Le Poul ne pourra jamais faire ça, monsieur le Président. Nous sommes d'odeur de cet État avec vous, il n'y aura jamais cela. Le président l'a dit, même pas 6 mois. Ntoumi a déclenché les hostilités, Ntoumi est rentré sur Brazzaville. Pourvu, le président dit attention, parce que quand l'armée va aller, on va aller se plaindre, parce que la première guerre, quand Kolela a fui, quand l'armée a marché sur le Poul, il y avait des exactions incroyables. Et comme la guerre a pris fin, il a tiré. Je dis bien, le président a reçu les gars du Poul, ce que Nkunku ne connaît pas. Il leur a dit attention, j'ai appris que c'est quelque chose dans le Poul. Les hommes d'église, je répète, ont dit il n'y a rien. Quelques 3 mois après, Ntoumi a déclenché les premières hostilités. Entre 1998 et 2018 ou 2016, puisque la deuxième hostilité de Ntoumi en 2016, se passe 18 ans. En 18 ans, Ntoumi a vécu dans le Poul. Même s'il a été fabriqué par Sassou, sans personne s'inquiète. Voilà moi quelqu'un qui vient dans votre village, qui déclenche une première guerre, on tue des gens, il prend une fonction au niveau d'État, et il repart en paix dans sa région, construit des églises, construit des maisons, des étangs, et fait son agriculture. La première guerre n'a pas attiré l'attention de Larry pour dire, ce monsieur n'est pas Larry, nous a amené la mort. Ça veut dire quoi? Que le monsieur est bien chez lui. Et pour trouver un premier chez lui, il vit en paix, malgré la mort de la première guerre, en paix avec les populations du Poul. Il chante, il danse, il fait sa religion, comme si de rien n'était, et on va voir la vie. C'est le seul pays au monde où le bourreau et ses victimes s'entendent, chantent, dansent à l'unisson. Puisque dans le livre de Nkunku, M. Ntoumi permet à Sassou de tuer les Larry. Et Ntoumi là, il est Larry, mais il n'est pas Larry d'après un concours, on lui enseigne le Larry. Voir quelqu'un comme ça dans un milieu qui n'est pas le sien, avec autant d'osmose avec la population, ça inquiète. Si Ntoumi n'est pas Larry, il est l'ethnie. C'était un boucher à qui on enseignait Larry et qui est installé dans le Poul et qui permet à Sassou d'aller exterminer les Larry. Quand vous êtes journaliste, vous avez ce genre d'éléments et vous avez un bouquin pareil, ça vous amène à réfléchir. Les hommes politiques écrivent des contre-vérités pour des raisons politiques. Le journaliste doit rétablir la vérité pour des raisons morales.
pour des raisons intellectuelles, pour des raisons d'objectivité de la raison. Quand vous avez ce genre de film, comment vous pensez que ce monsieur-là a été fabriqué? Et, en terminant, je vais vous dire, entre la première guerre qu'il déclenche, il imposte, et la deuxième guerre, voilà comment il vit. Si ce monsieur est génocidaire, celui qui a amené les Sassou par son biais à tuer les Laris, dès qu'il finit la première guerre, il repart comme ça en dossant avec la population. Ou alors le problème il est là où les Laris ne comprennent rien. Tu ne peux pas venir chez nous, tu nous tues, on te donne un poste et la paix règne pendant 18 ans, tu repars dans notre village et tu danses comme ça. Et ensuite, la deuxième fois, encore la guerre arrive, et bien on te accuse, moi, c'est toi qui nous tues avec ça sous matin. On se moque de qui? Ça, c'est ce qu'on appelle les visions politiques. Le journaliste, il réfléchit, va plus loin. Ce qu'on dit ici, c'est Ntoumi qui est le moteur du génocide avec Sassou. Mais Nkunku ne dit pas que Ntoumi est Lari. Il vit dans le pôle. Soit-il Bakongo, mais originaire du pôle, vivant chez ses parents au pôle, et maintenant la guerre. Ntoumi devient cette espèce de prostituée politique. N'importe qui homme veut se servir de lui pour faire entendre sa voix. Tout ça de l'opposition, tu as besoin de prendre des armes, tu as besoin de prendre à Brazzaville. Il y a Ntoumi qui a sa réserve ministérielle, tu parles de le consulter. Ntoumi devient ce genre d'opposition politique, n'importe qui. Comme vous avez sur le procès Mokoko. Mokoko, dans son procès, dans son coup d'état, contre Ntoumi. Les mercenaires sont au Gabon, ils vont faire la relation avec Ntoumi au venir sur Brazzaville. Et quand on parle de Ntoumi dans le coup d'état de Mokoko, Ntoumi a un nom de code, c'est la Blanche. Est-ce que vous avez vu la Blanche? Tous les contacts avec Ntoumi, le nom de code de Ntoumi, c'est la Blanche. Donc celui qui va prendre le pouvoir au Congo, s'appuie sur Ntoumi. Voilà ce que j'appelle moi cette espèce de prostituée politique, par qui n'importe quel opposant passe pour prendre le pouvoir. Alors quand c'est comme ça, Nkunku ne dit pas qu'il y a eu des actions dans le pool, il y a eu mort d'hommes dans le pool, il y a eu vraiment des morts en masse, oui. Et quand Ntoumi déclenche le cité à Brazzaville, il fouille, l'armée fait son droit de poursuite. Et quand l'armée fait le droit de poursuite dans le pool, mais l'armée ne va pas aller caresser Ntoumi. Et si Ntoumi n'avait pas été arrêté jusque-là, je peux l'avouer, il y a eu la complicité de la population. Quand il y a cette population qui est complice alors qu'elle est en train d'être tuée en masse, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a l'imbroglio dans les affirmations de Nkunku. Le dernier élément, celui de la haine entre les Laris et les gens du Nord. Ça s'appelle comme dans le livre de Nkunku, les Laris et les gens du Nord. Il parle d'Opango. C'est Opango qui aurait pu être vice-président. Le jour de la proclamation de l'indépendance, ce n'est pas lui. Il dit ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Mais il ne nous explique pas ce n'est pas lui, ça veut dire quoi? Il y a un contexte historique qu'il faut décrire pour ne pas tromper l'histoire. L'histoire c'est quoi? Monsieur Yulu n'a pas la majorité au sortir des élections de 57. Il n'a pas la majorité. Elle est mesquine cette majorité. Il a 23 députés, monsieur Opango a 24 députés, Yulu a 23. Donc il n'a pas sa majorité. Et dans le jeu des alliances, il y a un membre du côté d'Opango qui bascule, qui va du côté de Yulu et Yulu. Et Yulu se sent vainqueur puisqu'il a déjà la majorité. Et pendant qu'Opango proteste, sort parce qu'il n'accepte pas ce genre d'achat de conscience, pendant qu'il est dehors, Yulu passe en vitesse, fait voter les lois de la République avec sa minorité dans la salle. Ce qu'on appelle moi un premier coup d'État. Le premier coup d'État au Congo, c'est Yulu qui le pose. En cette année-là, en 52, c'est Yulu. Donc il fait voter les lois de la République pendant que les autres députés sont dehors. Et avec l'aide de la France, bien sûr, à l'époque. C'est comme ça que le premier conflit démarre. Parce qu'évidemment, il nous pose le premier coup d'État et l'autre proteste, l'antagonisme a germé entre les deux, d'où naît la guerre civile. Voilà, donc on peut penser qu'aujourd'hui, s'il y a discrimination, s'il y a ce phénomène de tribalisme, d'abord il y a un écrivain qui a écrit sur le tribalisme, au Congo il vous le dira, les germes partent d'abord en politique, et la politique c'est qui? C'est Yulu, qui pose le premier acte. Lisez l'histoire, lisez Le Monde, lisez Libération, je n'ai pas le temps de vous le lire, j'ai rassemblé tous les éléments qui décrivent encore la situation en 58-59. Il faut lire les archives. Ça vous permet de comprendre ce qui est écrit ici, cette aberration. Le larisme, c'est la théorie développée par Kikunga Ngod, semble-t-il. C'est le père de cette théorie. Il a montré que les Laris, comme Nkunku le dit, non, les Laris en fait, ils sont haïs parce qu'ils sont les plus intelligents, ils sont les plus entreprenants, et on ne les aime pas. Et pour Nkunku, l'homme du Nord réagit par instinct, par idéologie. C'est pas quelqu'un d'intelligent. C'est l'homme du Sud, pas l'homme du Sud, mais pas l'homme du Sud. C'est le Lari qui est plus intelligent, plus évolué, et c'est par son intelligence, par le fait qu'il soit beaucoup entreprenant, qu'on ne l'aime pas. Et voilà comment Nkunku parle du larisme développé par Kikunga Ngod, qui montre ce comportement blâmable des Lari, d'après Kikunga Ngod. Et lui, il amplifie à sa manière, il dit voilà, et on n'aime pas le Lari parce qu'il est entrepreneur, parce qu'il donne ses exemples là-dessus.
Et enfin, le fameux génocide économique, ce n'est qu'une théorie développée. Sinon, nous allons galvauder le terme génocide. On va même le prostituer parce qu'un génocide économique, je ne l'entends pas. Autrement dit, le mot génocide va changer de coloration. Celui qui vous a parlé, c'est un journaliste. Il a pris des extraits, il a montré. Il ne part pas dans la polémique stérile. Il donne des éléments qui peuvent vous permettre de poser des questions sur ce qu'on vous a montré et sur ce que je viens de vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un vrai travail d'historien dans un débat contradictoire. Maintenant, je voudrais donner la parole, donc là je ne vais pas me tromper, à Odilon Obami, qui est professeur, enseignant à l'École nationale d'administration et de magistrature, et vous êtes actuellement fonctionnaire, j'en déduis, c'est ça, mais vous me direz si je me trompe, au ministère des Mines et de la Géologie, et vous avez surtout écrit plusieurs ouvrages, également aux éditions L'Harmattan. Vous avez cela en commun avec M. Konkou, notamment votre dernier plaidoyer pour le changement des mentalités au Congo. Donc on va commencer par là. Pour changer les mentalités, il faut évidemment parler la même grammaire, parler le même langage, et s'écouter et s'entendre. Donc nous allons vous donner la parole pour que vous puissiez compléter ce qu'a dit notre collègue. Merci beaucoup de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet très sensible qui continue de défrayer la chronique. Tout à l'heure, j'ai entendu et écouté M. Azi parler dans la babou dont on lui connaît. Moi, je suis juriste. Je pense que chacun de nous est déformé par sa formation. Et lorsqu'on m'a invité pour essayer d'apporter mon expertise, ma modeste expertise de juriste, pour essayer d'éclairer la religion des uns et des autres, on m'embastillait souvent dans les geôles de l'obscurantisme, je n'ai pas hésité un instant pour venir. Et je souhaitais rencontrer sur ces lieux mon compatriote Dominique Konkou, avec qui on a 3 points communs, comme a dit notre ami tout à l'heure. Il est congolais comme moi, il est juriste de formation, il est écrivain, il a publié chez L'Harmattan, moi aussi j'ai déjà publié 2 livres chez L'Harmattan. Le génocide de Lari au Congo. Et quand j'ai lu ce livre, le titre, je vous avoue que ça suscitait en moi des démangeaisons intellectuelles. Et tout de suite, la première réaction, c'était de réagir. Mais je ne voulais pas réagir à chaud. Je me suis dit, malgré l'interdiction qui est faite au Congo, il faut que je m'approprie d'abord ce livre pour le lire, pour comprendre pourquoi on parle de génocide de Lari au Congo. Peut-être que M. Konkou a raison, peut-être qu'il a dormi. Et quand j'ai vu ce livre, moi je reviens plus sur la photo, Asie Dominique de Marseille a bien expliqué. Moi il y a 3 choses qui avaient retenu mon attention. J'ai d'abord regardé la page de couverture, parce que la page de couverture d'un livre, c'est une espèce de journal intime qui permet de comprendre la motivation de l'auteur. Il essaie un peu de se dévoiler dans la page de garde. Alors quand je regardais la page de garde de ce livre, M. Konkou dit au début, il dit, il rend hommage à sa mère, à Céline Mondele, ma mère dont je ne connais même pas le tombeau, car Ntoumi, l'agent de Sassou, avait assiégé Soumouna, le village où elle est enterrée. Ensuite, il parle de son oncle, il parle des enfants. Moi, cette page de garde, humainement, m'avait beaucoup touché. J'ai compris tout de suite, c'est quelqu'un qui est à l'étranger, au pays, il n'a jamais retrouvé sa mère, portée disparue. Je comprends tout de suite sa réaction et l'émotion d'un concours. Ensuite, il y a la page, il y a la 4e de couverture. La 4e de couverture fait le résumé du livre. Moi, quand j'ai lu la 4e de couverture, par exemple, quand je lis que les Lari au Congo ne meurent jamais de mort naturelle. Ils ne meurent que de génocide. Moi, il n'y a que ces 2 choses. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Donc, le paludisme n'existe pas contre les Lari. Le cancer n'existe pas contre les Lari, il n'y a que du génocide. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à répondre à cette invitation. Non pas pour venir jeter de l'huile sur le feu, mais pour essayer de discuter sereinement avec mon compatriote, confronter des idées, pour que on puisse faire la paix. Parce que ce qui divise les Congolais, c'est qu'ils ne se parlent pas. Chacun de nous a ses opinions, mais nous devons toujours faire un effort de se parler, de confronter les arguments, discuter
discuter et non se disputer, débattre et non se battre, confronter les arguments et non s'affronter. Nous devons faire en sorte que la force de l'argument triomphe de l'argument de la force. C'est pour ça, après avoir essayé de parler de cet aspect un peu politique et sociologique, permettez que je parle du droit. Par rapport au terme génocide, M. Nkunku prétend qu'il y a génocide et Lari dans le pôle. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. Essayons d'appliquer l'approche syllogistique. Le génocide, c'est un terme, du point de vue de la sémantique, qui découle, je pense, du latin ou du grec, composé de deux termes. Il y a génos, qui signifie groupe d'individus, cide, qui signifie tuer, éliminer, massacrer. Ça, c'est du point de vue de la sémantique. Et le droit a conféré une définition juridique au terme génocide pour éviter qu'on qualifie tout et n'importe quoi de génocide, comme a dit en introduction notre ami. Donc le droit international, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, s'est intéressé sur la définition du génocide par rapport aux atrocités ignobles qui avaient été commises, notamment par les nazis. Et c'est le droit international, au moyen de la Convention de Genève, du 9 décembre, me semble-t-il, 1948 ou 1949, qui définit pour la première fois le génocide. Et la plupart, quasiment tous les pays civilisés ont repris la définition du génocide ou se sont inspirés de cette définition pour incorporer cette définition dans leur droit positif. Au Congo, c'est la loi du 31 octobre 1998, ceux qui connaissent le Congo, tout de suite savent que là on est à 1 an après la guerre de 1997. Ce qui signifie qu'avant la guerre de 1997, dans le code pénal congolais, il n'y avait pas la définition ni la répression du génocide. Donc c'est après la guerre de 1997 que le Congo incorpore dans le code pénal la loi sur le génocide, donc la loi du 31 octobre 1998, qui définit le génocide comme étant, je vais être simple, le fait de commettre ou de faire commettre en exécution d'un plan concerté des actes, par exemple, tendant à tuer un groupe d'individus en raison de leur appartenance à une nation, à une ethnie, à une religion ou à toute autre catégorie arbitrairement déterminée. Par exemple, le fait de détruire un groupe d'homosexuels ou un groupe, comme chez nous au Congo en ce moment sévit des bandits qu'on appelle des bébés noirs, le fait de détruire par exemple en exécution d'un plan concerté tous les bébés noirs. Donc ce n'est pas lié qu'à l'ethnie ou à la nation. Donc la catégorisation tient à certains critères qui peuvent être déterminés de façon arbitraire. Voilà la définition que la loi congolaise donne sur le génocide. Ça, c'est la majeure, comme je vous ai dit, de le raisonnement syllogistique. Et quand on applique ce principe aux faits décrits par M. Nkunku, mais il n'y a jamais eu de génocide au Congo, ni à l'occasion de la guerre de 5 juin 1997, ni à l'occasion des atrocités que nous déplorons, idiotes, qui ont été perpétrées dans le pôle, ni même pendant la guerre de 59, puisque M. Nkunku situe le génocide depuis Opango jusqu'à aujourd'hui, en passant par tous les présidents qui ont présidé aux destinées du Congo, sauf le président Youlou, qui était de la tribu Lari. Donc Lissouba, il dit même dans le livre que le plus gros génocide au Congo, c'est celui qui avait été perpétré par le président Pascal Lissouba. En 93, il a écrit dans son livre. Vous voyez? Donc quand on applique ce principe au fait, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de génocide. Donc M. Nkunku, je pense qu'aurait été pertinent, en tant que juriste, je comprends ces états d'âme. Il aurait été pertinent s'il avait parlé des exactions, des crimes de guerre commis ça et là à l'occasion des conflits idiots qu'on a connus dans notre pays depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Il aurait été pertinent. Mais génocide, non, il ne faut pas blaguer avec le mot génocide.
je pense que nous devons faire attention aux mots qu'on utilise. La Bible dit même qu'au commencement, c'était le verbe. Selon la manière que vous utilisez certains mots, vous risquez de faire du mal, comme vous pouvez aussi faire du bien. Moi, je pense que M. Nkunku a confondu génocide avec crime de guerre. Parce que tous les crimes de guerre ne sont pas forcément des génocides. Comme tous les génocides ne sont pas forcément des crimes de guerre. Le génocide et les crimes de guerre, juridiquement, sont tous des crimes contre l'humanité, imprescriptibles, on peut poursuivre à vie. Mais pour qu'un crime de guerre soit considéré comme génocide, il faut qu'ils aient été perpétrés à l'exécution d'un plan concerté. L'exemple par excellence de génocide, c'est celui qui fut perpétré par Hitler. Hitler avait mis en place un plan concerté qui s'appelait Opération Cristal. Les livres d'histoire le démontrent à foison. Hitler, dans cette opération dite Cristal, avait envisagé, avait tué 6 millions de juifs et 3 millions de Tziganes et de Noirs. Donc au total, Hitler avait tué 9 millions de personnes. C'était programmé, c'est ça le plan concerté, Opération Cristal. Il y a eu le génocide au Rwanda, il y a eu le génocide arménien. Plan concerté. Au Congo, il n'y a jamais eu de type d'opération. C'est-à-dire que le fait même pendant la guerre, qu'une personne dise tuer tous les laris, ce n'est pas génocide. Pour qu'il y ait génocide, il faut qu'il y ait plus d'une personne, c'est-à-dire concertation. Au moins 2 ou plusieurs personnes s'assiedent pour dire nous devons tuer tous les laris ou tous les tékés, tous les vinis. À ce moment-là, il y a génocide. C'est pour ça, même après la guerre de 97, lorsque on avait engagé des poursuites contre le président Lissouba au nom de génocide, moi en tant que juriste, à l'époque j'étais encore étudiant à Paris, au début j'étais d'accord pour la poursuite. Mais quand j'ai lu les livres de droit, la définition du génocide, j'ai dit non, il n'y a pas génocide. Il faut démontrer que le président Lissouba s'était concerté avec d'autres personnes pour détruire tous les ressortissants du Nord, par exemple. De même que je dis, par rapport à ce qui s'est passé dans le pôle, il n'y a pas aussi génocide. Il n'y a pas eu plan concerté pour détruire une catégorie de personnes données. Enfin, lorsque mon compatriote Nkunku parle de Lari, Lari, ce n'est pas une ethnie, c'est une tribu. Lari, c'est un fragment d'une ethnie qu'on appelle le groupe ethnique Congo, qui recèle plusieurs tribus, notamment les Barangala, les Sundi, les Congo de Boko. Il y a des Tékés dans le pôle, il y a aussi des Tékés. Bernard Kola, par exemple, était Téké du pôle. Donc Lari, c'est un croisement de plusieurs tribus du groupe ethnique Congo, les Lari. Donc lorsqu'il dit qu'on a programmé une opération pour tuer uniquement les Lari, vous voyez déjà en tant que fragment du groupe ethnique Congo, depuis 1959 jusqu'aujourd'hui, mais il n'existerait plus de Lari au Congo. Vous voyez? Donc je vous ai dit que, je ne vais pas monopoliser la parole, que lorsqu'on fait cette analyse-là, intellectuelle, scientifique, en toute objectivité, je ne fais pas la politique, en toute objectivité, en tant que juriste, je me dis que non, mon frère Dominique Nkunku s'est égaré, il s'est trompé. J'aurais aimé l'avoir en face de moi pour discuter, non pas pour se faire la guerre, non. Il faut confronter les idées intellectuelles pour qu'on se comprenne et qu'on se dise que lorsqu'on est écrivain, on doit avoir la maîtrise de la plume et de ses états d'âme pour éviter de sombrer dans des envolées hystériques qui mettent à mal l'unité nationale, la cohésion nationale, facteur sine qua non du développement d'un pays, parce que aucun pays au monde ne peut se développer sans cohésion nationale. L'unité ne signifie pas uniformisme, qu'on soit du nord, qu'on soit du sud, qu'on soit Congo, qu'on soit Gangoulou, qu'on soit Téké, nous sommes tous des Congolais. Il y a une partition de notre hymne national qui dit que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nous devons transcender nos états d'âme. Je comprends l'émotion de M. Nkunku par rapport à sa mère. Mais lorsque l'émotion
prend le pas sur la raison, ça conduit au développement déraisonné et ça met en péril la société. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, chers compatriotes, chères sœurs, chers frères, le moins que je puisse dire à propos de ce sujet. Et je pense que je vais restituer la parole à qui me l'avait donnée. Le Congo est doublement dépendante de cette justice internationale parce qu'elle a signé en 2004 la Convention sur le génocide en mai 2004. Donc tout ça pour dire qu'évidemment, le terme ne doit pas être usurpé et vraiment cette notion d'une définition d'un génocide qui pourrait être économique comme il pourrait être qualifié d'une autre manière me semble devoir minorer la force de ce qu'est un génocide. Et évidemment, on ne peut pas définir, tout comme comparaison les paraisons de la définition d'une laïcité, qui n'est pas positive ou négative, c'est la laïcité tout court. Et je crois qu'il faut que les mots ayant leur raison d'être, nous y attelions avec vigilance. On peut donner la parole à la salle. Je me permets de faire une petite intervention. Ce n'est pas bon d'aller sur la base du néganisme, enfin de la négation. C'est très difficile, qu'on soit lettré ou intellectuel, de faire la différence entre être en politique ou ne pas être en politique. Parce que nous sommes de ceux qui pensons qu'au Congo, il y a génocide, ou il y a eu génocide. Le docteur Nkunku, que j'ai la grâce de connaître, peut-être pas en profondeur, a eu à commettre une bêtise. Et c'est une erreur grave qui risque de ternir la cause de ceux qui défendent cette thèse-là. Donc, parler du génocide uniquement comme nous, les lettrés que nous sommes, et les intérêts que nous sommes, quand nous parlons du génocide du peuple congolais, nous ne nous arrêtons pas à avril 2016 à nos jours. Parce que avril 2016 à nos jours est la goutte d'eau qui a dépassé le vase. Et nous disons pourquoi elle a dépassé le vase. Quand nous allons remonter 20 ans après, les mêmes causes impliquant les mêmes conséquences, en 1997, le mensonge comme stratégie de gouvernance et l'intupérie intellectuelle a fait de telle sorte que le Congo se retrouve embrigadé dans une guerre qui a poussé le peuple, les populations d'abord des quartiers sud de Brazzaville, à aller trouver refuge du côté du département du Poul, et beaucoup sont retrouvés à Kinshasa. Et nous disons, quand on scrute bien cet événement, ça s'est passé 20 ans avant. Et nous remontons 20 ans encore plus tard, donc 40 ans, excuse-moi. 40 ans, c'est là où nous disons que, en 1977, la volonté d'exterminer les ressortissants du département du Poul, elle est nettement affichée. Donc, nous sommes pour un débat contradictoire. Je vous serais gré qu'on le reparte pour ne pas le prendre, parce que chez nous, on dit souvent que le serpent, quand on le prend au milieu, il risque de vous mordre. Donc, ne mettons pas l'accent sur Dominique Nkunku. S'il y a un débat à faire, il faut repartir sur ce génocide, et le principal à nous, lettrés, c'est de se positionner pour ne pas que quel est le pays que nous avons hérité des anciens et quel est le pays que nous allons laisser à nos descendants. Merci. Je ne suis pas en train de faire l'histoire du Congo. Je suis en train de lire Dominique Nkunku et je pose le postulat sur les écrits de Dominique Nkunku. Voilà. Si vous voulez que nous ayons un débat sur l'histoire du Congo, les massacres qu'il a eu au Congo, c'est un autre débat. Quand j'ouvre ce livre, je m'arrête au dire de Dominique Nkunku. C'est un livre qui dit « Génocide des Laris ». Si Nkunku parle de génocide, il donne des dates, il montre que
le génocide a eu lieu avec Ntoumi comme agent d'exécution, mais je prends Ntoumi, j'analyse Ntoumi, qui a été fabriqué, fait Lari. C'est ce qu'on dit. Si vous voulez un débat sur l'histoire du Congo avec l'extermination des Lari, ça ne s'appelle pas génocide des Lari. Voilà le débat. Donc ça, c'est un débat que vous pouvez programmer. Ici, le thème du jour, pour ne pas être un étudiant à qui on interroge à l'université, qui rend sa copie zéro, c'est que pensez-vous du livre de Nkunku, génocide des Lari? C'est différent des exactions qui ont eu lieu au Congo depuis que le Congo existe jusqu'à aujourd'hui et pour lequel le Lari peut dire il y a volonté d'exterminer les Lari. J'ai pris Nkunku ici par les points. Qui est Ntoumi, fabrication du Sassou? Qui est Ntoumi, il n'a jamais été Lari? Qui est Ntoumi, c'est lui qui a amené le génocide dans le pool? Ce sont ces affirmations qui m'amènent en tant que journaliste à reprendre point par point. C'est tout ce que je voulais dire à monsieur. Ce n'est pas déplacé de débat. Situez-le dans le livre. Même quand vous parlez d'intellectuel, l'intellectuel c'est celui qui sait faire le discernement. Ce n'est pas le fourre-tout. Quelqu'un écrit quelque chose, prenons cette personne à la lettre, mot par mot. Et si nous voulons faire un débat général, Nkunku n'a pas abordé tous les débats du Congo. Les morts, il n'y a pas eu que dans le pool. Si on veut écrire un livre sur le Congo, bon, on écrit un livre sur le Congo. En ce moment-là, nous allons épiloguer sur tous les massacres au Congo. Ici, il s'agit du génocide. Restez dans le bouquin et nous répondrons dans le bouquin. Je dirais simplement à ce frère que lorsque vous dites par exemple que génocide Lari Congo, M. Nkunku ne parle pas des Congo, lui il dit il n'y a que des Lari, il dit même le président Massamba Deba en tant que Congo a massacré des Lari, il a proclamé la tuerie massive des Lari dans une prison qui s'appelle Makala. C'est écrit dans son livre, ça Massamba Deba l'aurait fait selon Nkunku. Lissouba a commis le génocide, Marion Ngouabi, c'est-à-dire tous les présidents qu'on a connus sauf Youlou. Et quand vous dites qu'en 1977, il y a un génocide qui a été programmé, extermination des gens du Sud, non, mon frère, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai dit, si nous allons sur la base de la négation, ça risquera d'aller, comme vous le dites, susciter des passions. Et quand j'ai parlé le génocide des pays Congo-Lari, et j'ai dit l'erreur ou les erreurs, je ne peux pas aujourd'hui, intellectuellement parlant, me porter contre le livre de Nkunku parce que je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas eu le temps de le lire. Mais quand je parle, moi, qu'il y a bien génocide du peuple Congo-Lari, je peux vous le dire qu'en 1977, quand sur des bases X ou Y, un président a été assassiné et que cela, ça débute, il y a une volonté. Là, vous avez parlé de la définition du mot génocide. Donc, il y a bien géno, qui est ethnie et autres, et si tuer. Et quand nous vous disons, n'allons pas sur la base de la négation, parce que envoyer des sculptes sur un concours, c'est normal. Et nous disons aujourd'hui, nous qui sommes des ayants droit, des personnes qu'on a tuées gratuitement, et qui malgré qu'on n'a jamais remis les corps, malgré la volonté affichée des familles, et malgré les actes de la conférence nationale pris, comment on appelle ça, devant la communauté nationale et internationale, nous vous demandons, nous sommes pour le débat contradictoire, mais allons sur la base pour dire non que notre avis est le suivant. S'il y a des avis contraires, maintenant, sur ce que Nkunku a dit, je vous dirais sincèrement que c'est une expression d'une indignation qui l'a dépassé. Là, vous avez parlé d'un problème que quand vous voyez le livre, j'ai senti comme vous, quand un intellectuel découvre le livre, il le trace. Et moi, quand j'ai tracé le mien, quand je trace ma situation, qui n'est pas trop beau de parler de soi, j'ai dit, est-ce que vous êtes sûr? Quand on vous enlève un papa, on vous enlève un papa, on vous dit qu'il est assassin d'une personne, et que des années et des années après, il y a une thèse contradictoire qui vient. Vous militez pour qu'on arrive à s'asseoir, qu'on arrive à parler nation, et que ces actes-là soient relégués au second plan. Quelle va être notre attitude? Nous avons dit concept, devoir de mémoire. Donc c'est pour dire non que n'allons pas sur la base de la négation, allons plutôt sur la base de poser des thèses
et permettant à ce que qu'on n'ait pas scruté chez les uns chez les autres. Voilà. Donc ce débat, je pense que, puisque tout le monde va intervenir, on ne va pas se focaliser seulement sur notre compatriote là. Moi, mon souci, qu'on tente de l'épuiser, que chacun essaie de crever l'abcès. Pour le Congo, nous sommes tous pour le Congo. Vous avez dit la mémoire. Pour la mémoire du Congo, nous devons toujours regarder notre histoire. Parce que l'histoire nous permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui pour mieux préparer l'avenir. Pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. C'est pour ça que nous devons voir d'où nous venons. Où est-ce que nous êtes? Pourquoi il y a toujours ces conflits? Toujours sur la base ethnique, tribale. Et que devons-nous faire demain pour que nos enfants ne vivent pas les mêmes atrocités que nous? Voilà l'intérêt de ce débat aujourd'hui. Avez-vous lu le nouveau livre paru chez l'Harmattan, puisque vous êtes chez l'Harmattan, intitulé Congo-Brazzaville, chronique du génocide de Larry Dupoul, signé M. Nsakou Kimbembe? Est-ce que vous l'avez lu? Vous me répondrez. Si oui, pourquoi le zappez-vous? Est-ce qu'il y aurait-il un poids de mesure? Non, le livre de Nsakou Kimbembe, je ne l'ai pas lu. Je suis allé sur Internet, j'ai regardé la couverture. Voilà. Nsakou Kimbembe, Congo-Brazzaville, chronique du génocide de Larry Dupoul. Je me suis dit, bon, on est au mois de novembre, c'est Halloween, mais les araignées se sont déchaînées. Que se passe-t-il? Mais toujours dans ma démarche, pour juger d'un vin, il faut l'avoir goûté. Je n'ai pas lu ce livre. J'ai seulement regardé la 4e de couverture, le résumé de ce livre. Je vais vous le lire. Depuis la période révolutionnaire 1963-1991, les gouvernements successifs ont mis en place une politique qui a martelé un discours ouvertement anti-Larry afin d'isoler ceux-ci et de les exterminer. Le Poul, département du sud du pays, étant perçu comme un nid de la contre-révolution qu'il faut mater en permanence. Les différents conflits armés qui se sont déroulés au Congo, 93, 94, 97, 2000, 2002, ont tous visé les Larry. À tout moment, ils ont été des victimes expiatoires. Des orgues de Staline, des hélicoptères de combat et des avions de chasse ont bombardé les quartiers, villages et forêts des Larry. Tout ceci s'est déroulé dans le silence de la communauté internationale en toute impunité. Ce livre relate quelques actes de génocide perpétrés en octobre 1997 et décembre 1999. Ça, c'est le résumé du livre. Alors, moi je regarde, Nsakou Kimbembe est un ancien prêtre. Mais moi je me dis simplement, quand on écrit des choses comme ça, et quelqu'un soi-disant prêtre, donc homme de Dieu, je me demande si on a en face de nous un homme de Dieu ou un homme de Satan. Une question d'analyse à M. Aziz Dominique de Marseille. Je dis bien d'analyse et non de commentaire. Pourquoi cette overdose autour de ces feuillets de M. Nkungu, qui n'est pas un livre? Puisque quand je vois même les ministres, entre guillemets, les intellectuels au Congo, qui ne sont même pas capables de déceler cette avalanche de fautes, cette tactique dans ce livre, qui donne la nausée, et je me dis, il y a un problème au Congo, le niveau intellectuel est très bas au Congo, justement. Parce que parler de ce brûlot, justement, donc cela veut dire qu'il y a un problème intellectuel, justement, au Congo, et de façon paradoxale. Et pourquoi accorder tant de publicité, puisque je vous ai vu, je regarde Télé Congo chez moi, M. Aziz Dominique de Marseille, je vous ai vu récemment sur Télé Congo. Vous parlez, vous intervenez beaucoup à propos de ce livre. Mais la question que je me pose est la suivante. Pourquoi vous et pourquoi pas d'autres journalistes? Puisqu'il y en a des journalistes plus ou moins proches du pouvoir. Pourquoi vous et pourquoi avoir eu le courage de venir à Paris? Est-ce sur l'invitation du Club France Libre Propos? J'aimerais savoir, votre avis, si vous appreniez un jour que M. Nkungu est manipulé et que les gars qui interviennent souvent dans le gouvernement le sont aussi. Parce que dans chaque société, il y a des luttes de pouvoir et les failles, et il y a toujours des gens qui tirent les ficelles. Le jour où vous apprendrez cela, que M. Nkungu était manipulé et que quelques tireurs de ficelles aussi, comme on dit, à qui profite le crime. J'aimerais savoir pourquoi autant de overdose et pourquoi vous et pourquoi pas d'autres.
je veux ceci, pas cela. La dictature de la parole. Laissez la liberté à chacun de s'exprimer, soit il paraît un commentaire, par une analyse. Qu'importe. Vous posez la question de savoir pourquoi vous. Est-ce que quand on fait du journalisme, on regarde qu'est-ce que l'autre fait à côté? Vous le faites comme ça. Pourquoi c'est un tel autre? Non. Votre métier vous interpelle. Vous êtes le soldat debout. Vous prenez là, vous êtes parti. On ne fait pas du journalisme en regardant qu'est-ce qu'un tel dit, pourquoi que moi. Tous les débats du Congo, je ne suis pas retraité, je ne suis pas mort. Je donne mon opinion parce que mon rôle sociétal, c'est du journalisme. Vous faites du journalisme en demandant qu'est-ce qu'un tel a fait. Je prends un exemple simple, vous qui ne pensez que de moi. Voilà, Congo-Brazzaville, le génocide des Lari au Congo, une fiction de mauvais goût. Qui écrit? Zengamambo. C'est un journaliste. Demandez-lui pourquoi lui. Mediapart écrit également, c'est un journaliste. Demandez pourquoi lui. Afrique Éducation, Congo-Brazzaville, Maître Nkunku. Je conseille à Sassou de partir vite. Afrique Éducation, c'est pas Asie. Afrique Éducation. Donc, je vous donne des journalistes qui s'intéressent au grand débat de la République. Pourquoi tant de pub sur ce livre? Mais voilà, je dis. Puisqu'il est minable. Mais vous êtes en train de parler. Donnez-moi la parole. Vous qui prenez qu'il est minable. Quand on jette une opinion dans une société des hommes réfléchis, ils prennent la parole. Vous le minimisez. Je le minimise parce que ça sort de la tête d'un docteur en droit international. Ça sort de la tête d'un avocat, pas au barreau de Lari, mais au barreau de Paris. Si cet avocat aussi serait au barreau de Paris, il écrit des énormités sur la République. On ne demande pas aux gens pourquoi ce bouquin est minable. Il n'est pas idiot l'écrivain. Vous dites à Nkunku, pourquoi tu es minable en écrivant un document comme ça? Pourquoi suis-il des passions? Parce que le bouquin intéresse, parce qu'il parle du Congo. S'il avait parlé de sa femme, de sa famille, il ne serait pas ici. Un joli sondage qui s'occupe des problèmes de la nation, pas des problèmes particuliers. Et le Congo, décidé dans un génocide, ne peut qu'interpeller un journaliste brillant. Maintenant, si pour vous préparer le Congo, il faut dire pourquoi seulement c'est pas l'autre. C'est un raccourci. Ou vous êtes en panne intellectuelle, vous êtes brillant intellectuel. Comme vous êtes en panne, vous prenez la parole, vous parlez. Quand vous êtes en panne, vous ne parlez pas. Mon frère, les débats du Congo ne cherchent pas qui va parler. Si nous laissons la raison aux hommes politiques, c'est fini. Chacun doit prendre la parole et débattre du Congo. Le jour où mon cher éminent écrivain, Alema Bankou dit, il demande à Hollande d'entrer pour influencer l'élection présidentielle au Congo, je suis passé à la télé. C'est une abomination de la séparation des États, depuis qu'un chef d'État ailleurs peut intervenir. Moi j'ai un conflit qui m'étonne, à moi qui n'est pas journaliste. Le sujet que vous êtes étudiant à l'université, on vous dit, tu es un génétique de l'art, tu dis, pour entrer par le génétique économique. Vous êtes étudiant, ou vous avez raté vos études, ici c'est un problème clair. Génocide de l'art. Tu peux la savoir pourquoi on fait tant de bruit. Mais c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Vous êtes étonné, ça ne vous intéresse pas. Ça m'étonne moi. Voilà, je voulais vous dire pour dire, voilà des collègues qui ont écrit sur le sujet. Il y a plusieurs questions. Je vais prendre celle de Blaise Titembo. Que pense-t-il, je suppose, de l'asile Dominique de Marseille, de l'opération Moïbara? C'est un document, c'est de nulle part. Quand on a un document exploité, moi je peux m'enfermer dans mon laboratoire, j'écris un document que j'appelle l'opération Moïbara. Il est tenu par qui? Quel auteur? Si vous dessinez, vous écrivez une fiction, vous mettez sur la table. Comme Dominique Nkunku a écrit une fiction qui s'appelle Génocide de l'Ari. Demain on va demander que pensez-vous du livre de Dominique Nkunku? Mais c'est une fiction. L'opération Moïbara est un document qui a circulé dans la vie, qui n'a pas d'auteur. Je n'ai jamais vu Général Isongo animer un document comme ça. Parce que je l'ai publié dans le journal pour dire d'où sort ce document. Il n'y a pas une institution comme ça au Congo qui s'appelle l'opération Moïbara, mise en place dirigée par Léonard Isongo. Je suis étonné. C'est quelqu'un qui s'enferme dans son laboratoire, qui conçoit un document et qui justifie l'extermination parce que quand on lisait ce document, il parle de pôle nord, pôle sud, Bonza nord, Bonza sud, ça veut ce que ça veut dire. C'est un document qui a trop de controverses, mal conçu par les auteurs, qui a trop de contre-vérité et qui a été utilisé par qui veut l'utiliser à ses dépens. C'est un faux document. À tous les deux, j'aimerais juste que vous me disiez la différence entre les prises de parole, la première prise de parole de Thierry Mungala et Bininga, ensuite M. Ngakoso, encore M. Bininga et Mungala à Genève, et vous aujourd'hui. Sur le plan argumentaire, qu'est-ce que vous apportez en plus, que ce soit sur le plan du droit ou encore, je dirais, sur le plan de l'analyse du journalistique, qu'est-ce que vous apportez en plus que nous ne sachions pas déjà de ce que vous avez dit ici et ce que nous avons entendu par ces personnalités officielles parlant au nom du gouvernement et du Congo? Quand il y a un débat, ne laissez pas vous autres hommes politiques. Quand je m'appelle ministre,
Je suis là, envoyé du gouvernement. Est-ce qu'on va arrêter de faire passer le gouvernement à parler? Quel est ce pays quand il y a un débat, on laisse le gouvernement seulement parler? Il est normal que le gouvernement ait parlé. Et nous aussi, nous parlons. Chacun, aujourd'hui, ce débat peut continuer, même si le chef d'État a parlé. On n'empêche pas au public, on n'empêche pas aux intellectuels de réfléchir. Même si le pouvoir a parlé, ça n'empêche pas la société civile de s'exprimer, ça n'empêche pas aux journalistes de parler. La voix officielle ne suit pas pour avoir raison. Le problème, ce n'est pas ce qui est différent entre ce que tel ministre a dit ou tel autre. Non. Moi, je pense que même si ils ont fait une communication, ça ne va pas arrêter la communication. Vous voyez, on dit toujours que la répétition est la mère de toutes les sciences. Moi, ce débat-là, moi, je veux qu'il soit contradictoire, que tout le monde parle librement, qu'on confronte des idées, qu'on essaie de crever l'abcès pour l'intérêt du Congo. Pas pour diviser les uns aux autres, qu'on crève l'abcès, comme a dit tout à l'heure mon frère, on comprend l'émotion. Quelqu'un qui a perdu un parent, une maman, il ne sait même pas où est-ce qu'on avait enterré sa maman. On comprend l'émotion. Mais nous devons transcender cette émotion-là pour avoir la maîtrise de nos états d'âme, pour éviter de déraper, de jeter de l'huile sur le feu. Voilà l'intérêt de ce sujet, de ce débat, c'est celui-là. Il faut qu'on avance. Et c'est pour ça que je voulais bien comprendre que entre ce que nous avons déjà entendu sur le plan juridique et ce que vous dites aujourd'hui, est-ce que nous avons évolué? Est-ce qu'il y a eu des choses, par exemple sur le plan du droit, vous venez de citer tout à l'heure, que M. Bininga n'a pas pu, je dirais, faire, que vous aujourd'hui, vous apportez en plus pour que nous avancions? Parce que si chacun doit juste se contenter que nous parlions tous, mais à la limite, y a-t-il débat ou bien il y a juste, je dirais, parole pour entretenir un phénomène peut-être qui serait passager? En tant que juriste, quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte qu'au Congo, il y a un texte juridique que beaucoup de juristes ne connaissent pas. Et que j'ai découvert justement, parce qu'avant de communiquer, d'aller, je vous ai dit que j'étais d'abord invité à une émission au Congo. Je suis allé rapidement, sans lire le livre. J'ai fait des recherches, on m'a posé beaucoup de questions. J'ai découvert que le 4 mai 1964, le président Alphonse Massamba Deba, paix à son âme, avait pris une ordonnance portant répression de diffusion et la propagation de fausses nouvelles, qui s'applique complètement à la situation actuelle en ce qui concerne les poursuites qui ont été engagées par l'État congolais contre les éditions L'Harmattan, contre Dominique Nkunku. Donc vous voyez, en 1964 déjà, Alphonse Massamba Deba, c'est une ordonnance. Aucun juriste n'a parlé de cette ordonnance. Aucun juriste n'a parlé de cette ordonnance. Même l'arrêté pris par le ministre de l'Intérieur portant interdiction, importation et commercialisation de ce livre au Congo, même dans cet arrêté, dans le visa, il n'y a pas cette ordonnance. Voilà l'aspect juridique. Moi, en tant que juriste, quand j'ai fait des recherches, je dis, mais pourquoi on a zappé cette ordonnance? Donc déjà, M. Makosso, en 1964, Alphonse Massamba Deba, que M. Nkunku accuse d'être génocidaire, avait comme par hasard déjà l'intuition de prendre une ordonnance 4 mai 1964. Vous allez faire des recherches, vous allez voir, portant répression, la diffusion, propagation de fausses nouvelles, ayant pour but de porter atteinte à l'intérêt national, à troubler la paix ou pouvant troubler la tranquillité des Congolais. En 1964, Alphonse Massamba Deba. Ça, c'est un texte, c'est une ordonnance. C'est un texte juridique très important qui est passé sous silence. Donc, en tant que juriste, quand je l'ai découvert, je dis voilà, il faut le mettre sur la place publique. Vous avez suivi le débat à Brazzaville, ce n'est pas un débat contradictoire. Les ministres sont montés sur le plateau, ils ont de la position du gouvernement. À Genève, ils sont partis parler à Genève. Mais le débat se passe aussi à Paris. Dites-moi, qui a organisé un débat contradictoire à Paris? Alors vous qui cherchez les débats. Et s'il y en a un trou, dites-moi que oui, M. Aziz, avant que vous veniez ici, il y a eu un débat contradictoire à Paris. Le livre est écrit à Genève. La grande diaspora congolaise se trouve où? À Paris. Je suis venu ici dans cette salle pour écouter les Congolais de Brazzaville quand nous débattons sur le livre de Dominique Nkunku avec des assertions telles qu'il y a eu un génocide, oui ou non. En ce moment-là, de ce choc des idées jaillissant la lumière, et Paris a donné sa contribution négative ou positive sur les affirmations de Nkunku et nous avons évolué. Vous ne pouvez pas chercher l'évolution quand nous étouffons le débat pour dire pourquoi un débat en plus. Ce n'est pas pour le faire paraître. Vous allez me donner la preuve irréfutable dans cette salle que Paris a dû organiser un débat contradictoire qui est passé sur les antennes. Un instant, je n'ai pas encore fini. Et il y a une caravane dénommée génocide
du pool ou génocide de la caravane, c'est pas un débat contradictoire. Non. Moi, je vous ai posé un truc, j'ai dit, dites-moi sur la fête de Paris, y a-t-il un débat comme ça contradictoire? Le caravane, c'est pas un débat. Les affiches, c'est pas un débat. Je suis venu à Paris pour que j'échange avec la diaspora, qu'ils nous disent à nous deux ici venant de Brazzaville, quand nous avons eu l'invitation de club, et pour leur dire qu'est-ce qui se passe sur la fête de Paris. Et ce débat, pour moi, il n'est pas du trop, parce qu'il n'a jamais eu lieu. Nous sommes en France, la France est encore en train de chercher comment mettre en place une juridiction contre les fausses nouvelles. Donc comme quoi le Congo était déjà en avance depuis 1964. Il fallait le relever, il fallait le dire. Avez-vous fait le déplacement dans ces villages pour nous prouver qu'il n'y a pas eu de génocide? Et c'est vraiment dommage que vous soyez venus sans ces images. C'est vrai que vous nous avez présenté les images de Ntoumi que tout le monde a vu sur le net, mais ça ne dit pas que Ntoumi vit en cohésion avec les villages. Mais c'est vraiment dommage que, en tant que bon journaliste du Congo, vous ne soyez pas allé directement dans ces villages et nous prouver le contraire. Vous voulez que je vous amène des photos qui n'existent pas? Dites-moi non, il y a des photos que moi j'ai en contradiction. Madame, vous êtes journaliste. Quand je vous dis, je vous montre ceci. Dites-moi que non, Dominique, le meilleur journaliste, c'est celui qui fait la fiction. Pour vous, le meilleur journaliste, c'est celui qui invente. Dites-moi, aujourd'hui, quand vous me parlez, moi j'aurais bien vous dit, monsieur Azi, face à votre déclaration, voilà les images que j'aurais ramenées du pôle. C'est un village calciné. Mais vous le dites que par votre simple vue de l'esprit. Vous avez demandé à un journaliste va couvrir un événement, il vous ramène ce qu'il ramène, vous dites, c'est pas suffisant. C'est dans votre assertion déjà, vous avez la prétention d'un génocide qui existe. Je vous inventer des photos. Je vous dis comme de fois je suis parti dans le pool. Je vous dis comme de fois les télévisions nationales sont allées dans le pool. Je peux vous citer la communauté internationale à Brazzaville. Elle n'existe pas. Est-ce que le Congo vit ex nihilo de la communauté internationale? S'il y a eu le génocide au Congo, l'ambassadeur de France vous le dit, l'Union européenne vous le dira, tous les institutions internationales existent au Congo. Vous pensez que ces gars-là, ils ne regardent pas ce qui se passe dans votre pays? Le génocide est tellement gros qu'il faut avoir des arguments de taille. On dit, madame, depuis que l'humanité existe, on en cite à plus de 3 génocides. Celui du Congo, imaginé par un concours, c'est le 4e. Et pour vous, un bon journaliste, ce qui doit vous rapporter forcément des photos, des gens calcés dans le pool, même quand ils n'existent pas. C'est ce que vous me demandez de faire, ou vous me donnez la preuve contraire? Je l'ai bien aimé avoir la preuve contraire. C'est-à-dire que je reste toujours sur l'aspect juridique. La question de génocide, c'est une question juridique. C'est-à-dire que le fait, par exemple, de découvrir beaucoup de corps dans un département donné ne prouve pas l'existence de génocide. L'existence de génocide s'appuie sur le fait que les gens qui ont été trouvés appartiennent à une catégorie donnée, par exemple des Laris, si on prend l'exemple, je n'ai rien contre les Laris, ça peut être les Téké, et que ces gens avaient été tués en l'exécution d'un plan concerté. C'est pas parce qu'on découvre des cadavres. Il faut que ces gens ont été tués en l'exécution d'un plan concerté. S'il n'y a pas de plan concerté, il n'y a pas de génocide. Mais ça n'exclut pas l'existence de meurtre. C'est un crime de guerre, un crime de masse. Mais tous les crimes de guerre, tous les crimes de masse ne sont pas forcément des génocides. C'est ce que j'ai dit. Un génocide peut être perpétré à l'occasion d'une guerre ou en dehors d'une guerre. La qualification du crime de génocide, qui qualifie un crime de génocide? Est-ce qu'il y a une commission? Est-ce qu'il y a un groupe d'individus quelconque pour déterminer qu'un tel massacre d'un groupe donné d'individus peut être accolé le qualificatif de génocide comme on l'a eu au Rwanda en 1994? C'est d'abord donc l'accusé, le plaignant qui qualifie, et sa qualification peut être requalifiée, si j'ose dire, par le spécialiste en droit qui reçoit la plainte par rapport à ce que prévoit le droit, pas par rapport à ce que dit une opinion. Voilà. Alors, je pose la question de savoir, en 1997, est-ce que ces massacres étaient considérés comme génocide puisque la plainte avait été posée en ces termes? Et quelle est la différence on peut faire si on compare les deux cas? Le cas de Pascal Lissouba, la guerre de 97, qui était un affrontement entre deux individus avec toutes leurs milices, et le cas de ce qui se passe au Pool, où un gouvernement, dans le cadre de sa mission de répression ou de recherche de terroristes, commet des exactions dans une région donnée. Le terme génocide
n'est pas rentré au Congo en 1998 après la guerre de 97. Non. Le Congo a signé la Convention de Genève le 9 décembre 1948 portant définition répression du génocide. Donc le 15 octobre 1962, le Congo avait signé cette convention. Mais dans notre code pénal hérité de la colonisation, il n'y avait pas une disposition juridique qui permettait de réprimer le génocide. C'est après la guerre du 15 juin 1997 que le Congo a incorporé dans son code pénal des dispositions qui définissent et répriment le génocide. Je vous ai parlé de la loi du 31 octobre 1998, un an après la guerre civile, et votée par le Conseil national de transition, qui était le Parlement de transition. Donc on voit tout de suite, moi en tant qu'intellectuel je réfléchis, on voit déjà l'intention de ceux qui étaient au pouvoir, donc les vainqueurs de la guerre, de poursuivre les vaincus. Vous voyez? Et là, en tant que juriste, objectivement, je vous ai dit, moi j'étais ici, à Paris en tant qu'étudiant, j'ai eu d'abord la réaction émotionnelle, et mon émotion m'avait dit, oui, il faut poursuivre, Lissouba c'est un génocidaire, je reconnais, je l'avais dit. Mais en tant que juriste, quand j'ai commencé à lire les livres de droit, j'ai dit, ah non, c'est là où la raison transcende l'émotion. On dit, non, on ne peut pas poursuivre Lissouba pour génocide. Pour autre crime, on peut le poursuivre, crime de guerre, les exactions. Mais pas génocide, parce que il faut prouver qu'il y a eu un plan concerté pour tuer une catégorie d'individus. Comment catégoriser ces individus? On va les appeler comme les nordistes. Même dans les quartiers nord de Brazzaville ne vivaient pas que les ressortissants du nord. Moi je suis né, j'ai grandi dans un quartier cosmopolite qui est Wendy, on vivait avec tout le monde. Des Lari, des Congo, des Bembe, tout le monde. Vous voyez? Donc là déjà en tant qu'intellectuel, en tant que juriste, je me suis dit non, on peut poursuivre, mais sur la base de l'accusation de génocide, juridiquement ça ne va pas tenir. Et puis il y a un fait qui m'avait aussi interpellé, c'est que la loi du 31 octobre 1998 est une loi qui est rétroactive. C'est-à-dire que les faits avaient été perpétrés en 1997, la loi qui précise la répression du génocide a été mise en place en 1998, un an après. Donc on fait de cette loi une loi rétroactive pour punir les faits perpétrés avant. Même là, sur le plan juridique, voilà, sur le plan juridique, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'en matière pénale, la loi pénale n'est pas rétroactive. Sur le plan du principe, c'est un principe sacro-saint de droit pénal, il est universel. La loi pénale n'est pas rétroactive, sauf lorsqu'il s'agit des lois pénales les plus douces. C'est-à-dire que lorsque on prend une loi, on vote une loi pénale qui prévoit des peines inférieures à la peine initiale, cette loi peut être rétroactive. Par exemple, concrètement, à l'époque, lorsqu'on avait fait voter cette loi, au Congo, il y avait la peine de mort. Donc, les auteurs de génocide pouvaient être punis de peine de mort. Donc, ce n'est pas une loi pénale plus douce, c'est une loi grave. Vous voyez, cette loi, sur le plan juridique, ne doit pas être rétroactive. Donc voilà le raisonnement d'un intellectuel, d'un juriste, de façon objective, qui voit que même dans cette loi, il y avait des choses à redire. Donc, pour chuter directement sur votre question, je dis, même en 1997, il n'y avait pas de génocide. Donc, quand on voit toute l'histoire du Congo, que ce soit 97, 59, ce qui s'est passé dans le pool, il n'y a jamais eu de génocide au Congo. Des tueries de masse, il y en a eu de part et d'autre. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Mais est-ce que ces tueries ont été commises sur la base d'un plan concerté? Là est la question. S'il y a eu plan concerté, il faut le prouver. Si vous n'arrivez pas à prouver l'existence d'un plan concerté, que ce soit Pascal Lissouba, que ce soit Youlou, que ce soit le président Sassou, que ce soit le président Yombi, le président Massamba Deba, le président Mariam Wabi, si vous n'arrivez pas à prouver, il y a doute. Or, en matière pénale, je terminerai par là, le doute profite à l'accusé. C'est le dérivé d'un principe sacro-saint, celui de la présomption d'innocence. Il faut prouver vos allégations. Si vous n'arrivez pas à prouver, le doute profite à l'accusé. C'est ça
toute la difficulté et la particularité du droit pénal parce que c'est un droit dangereux. Ausculter l'histoire. Malheureusement, nous sommes tous Congolais, on n'ausculte pas l'histoire. Je vous repose sur l'ausculter. Pourquoi? Vous dites, en 97, c'est deux gaillards avec chacun sa milice qui se sont rentrés dedans, excusez-moi de parler comme ça. Mais maintenant, là, c'est un pouvoir qui poursuit Tommy dans le pôle et qui... Non, je ne peux pas parler de pouvoir, je parlais de l'armée. L'armée qui poursuit. Dans sa mission. Mais en 97, un terroriste. En 97, pour vous, le président Lissouba n'est pas un chef de l'État. Si, les chefs de l'État, l'armée reprend à qui? Au chef de l'État. Alors, et pourquoi vous appelez ça milice? Et le président de la République, par définition de la Constitution, est le chef des armées. Exactement. Vous ne pouvez pas dire que là-bas, c'est différent. C'est la même chose. Pour nous, journalistes, lorsqu'on arrive à ne pas donner l'occasion de diligenter une enquête sur un fait plus ou moins démontré, plus ou moins avéré, avéré donc, je pense qu'à ce moment-là, nous avons, n'est-ce pas, cette liberté, nos journalistes, de supputer, de présumer, n'est-ce pas? Alors, ma présomption va également porter vers quelque chose qui a été relevé ici, dans l'histoire des situations violentes au Congo. Et là, j'interpelle une nouvelle fois le juriste qui a fait état de l'argumentaire selon lequel, argumentaire, qu'il faille démontrer que un plan eût été planifié, concerté. Je pense que la dénomination d'un plan Moyobara fut-elle dans un nuage comme ça, peut aussi donner du grain à moudre aux journalistes que nous sommes. Je voulais simplement dire par là, je n'ai pas le livre, je prendrai le temps de lire ce livre, et le second dont je ne connaissais pas, dont je n'avais pas connaissance, il faut pouvoir à ce moment-là objectivement regarder de quelle manière, sur quelle ligne étaient disposés les deux auteurs par rapport au génocide du pôle. Voilà. En droit, c'est pas tout de dire qu'il y a plan X mis en place pour déterminer Y, Z. En droit, il faut démontrer, il faut prouver que ce plan X a existé. Ce travail-là, c'est le travail qui doit être fait par les enquêteurs pour éclairer la religion du juge. Parce que lorsque les faits sont perpétrés quelque part, le juge n'est pas là, il est absent. Quand vous le saisissez, vous dites je saisis parce que M. Alexis Passy aurait fait ceci, cela, il prend tout au conditionnel. Donc il fait des enquêtes pour voir si effectivement M. Alexis Passy est coupable de ce qu'on lui reproche. Et il va demander à la personne qui attaque M. Alexis Passy, quelle preuve vous avez pour démontrer que ce que vous reprochez à M. Alexis Passy est vrai. C'est ça la difficulté en matière pénale. Je terminerai par là. C'est surtout ce qu'on appelle en droit pénal la diabolique approbation. La preuve impossible. Je suis content que vous ayez fait une remarque fondamentale dans notre métier. La source officielle, c'est l'enquête officielle qui n'a pas eu lieu et qui n'a pas eu lieu. Je ne dis pas qu'elle a été obstruée. On n'a pas empêché à devenir un concours de porter plainte. Voilà. On n'a pas empêché. Moi, je n'ai pas vendu l'information. Excusez mon ignorance. Je ne crois pas en concours. Il dit j'ai porté plainte au vérificateur génocide, on a refusé la plainte. Je ne crois pas. Mais le fait qui est important, vous êtes en train de dire, c'est que le journaliste n'attend pas que la version officielle d'une plainte posée. On sait dans notre pays ou dans des pays africains comme des plaintes, comme les conclus des enquêtes ont été tronqués pour faire plaisir à Pierre ou à Paul. Le métier du journaliste peut aller en contradiction flagrante avec l'enquête officielle. Ça ne nous donne pas le droit de nous taire, de ne pas chercher ce qui est écrit là-dedans. Le sujet, c'est ça. Quand je prends... Je suis Larry. Je lis ça. Les Larry ne meurent pas que de maladie, mais de génocide. Si je suis là, je dis, ah non, mon frère Larry a mal écrit. Est-ce que j'ai besoin d'une enquête pour dire, Kunku, je suis Larry. Kolela est l'un des Larry, il est mort du génocide. Le premier Larry qui est mort du génocide, c'est Kolela. Le deuxième, c'est Milongo. Comment on peut écrire ça?
Milongo était Congo. Congo, oui, mais prenons le bout. Comment on peut écrire ça? Que les Lari ne meurent que du génocide. Est-ce que j'ai besoin d'une enquête pour dire, mon cher ami Kunku, c'est une tricherie à haute voltige qui n'honore pas votre grade de votre. Parce que là, moi, je suis Lari, je suis interpellé. Nous ne mourrons pas que nous moquons du génocide. C'est grave. Je termine. Quand je vais dedans, on dit, l'homme du Nord réagit par émotion, il n'est pas intelligent. Est-ce que si je suis Lari, je vais applaudir ça? Je dis non, Nkunku n'écrit pas comme parce que tu crées la dizaine entre les ethnies, entre le nord et le sud. Et si tu es homme politique, tu ne peux pas gérer la nation en créant la division. On ne peut pas gérer 342 000 km, 45 millions d'habitants en les divisant. Gérons l'unité du Congo et non sa division. Affirmer gratuitement comme ça, c'est une aberration de l'esprit qui tend à créer un dysfonctionnement. Moi, je me lève un manteau, je suis journaliste. Le président de l'Assemblée nationale, c'est qui? Il s'appelle Isidore Vouba. C'était un Mbochidoyo. Je m'en vais. Il y a des exemples comme ça, des Lari qui occupent des grandes fonctions et que tu te mets écrit comme ça. On n'a pas besoin d'enquête si tu es journaliste pour le révéler. Pour dire que mon frère, l'enquête, on peut attendre l'enquête officielle. Journaliste d'aller fouiller. Mais nous, c'est un plaisir, nous, de la diaspora, de la place de Paris, de voir des débats de ce genre. Bon, je parlerai parce que moi, je pratique la pédagogie des publics en difficulté. Donc, pour moi, le problème qui est, on dit peut-être Dieu merci, que ce monsieur a écrit ce livre, c'est ce qui a fait que vous, aujourd'hui, nous, on soit en face de vous. Donc ça nous permet d'essayer de commencer, enfin de la base, pour remonter un peu là-haut, parce que vous ne représentez pas le gouvernement, mais je pense que d'après ce qu'on va se dire ici, ça va être monté vers les pouvoirs publics, vers le gouvernement de la République. Donc, merci à ce monsieur qui a écrit ce livre, je le dirais. Ça nous a permis cet échange et ce contact. Voilà. Je parlerai de l'éducation. Vous avez parlé de l'histoire du Congo, parce que le monsieur a écrit que depuis Opango, ça a commencé, ça s'est passé Youlou, Samba Déba et tout. Mais est-ce que c'est pas possible qu'on mette ça dans les programmes de l'éducation nationale? Que les enfants à l'école puissent s'approprier de l'histoire du Congo, de la vraie histoire. Parce que chacun vient parler à sa façon. Est-ce que, comme il n'est pas encore trop tard, il y a encore ceux qui étaient là, peut-être, bon, là j'entends qu'Ikimongote n'est plus là et tout ça, bon. Essayez de voir s'il y a des écrits pour reconstruire cette histoire et enseigner ça aux enfants depuis l'école primaire, donc depuis l'école élémentaire, que les enfants puissent s'approprier. Bon, pour le génocide, je pense que le journaliste, il a parlé, donc je fais passer. Et je terminerai en disant ceci. S'il y a un problème qui s'est passé et que vous voulez trop médiatiser, sachant que nous, on a des enfants, on est mariés, parce que moi, je suis du Nord, on est mariés à des gens, je dirais pas moi ou des autres. Comme il y a ma nièce qui est derrière, son compagnon, il est du Sud. Donc, les enfants sont issus des deux cultures. Donc, ces enfants-là, qui vivent avec nous trouvent de génocidaires. Vous voyez, on est en train de former des monstres. Donc les gens, ils sont petits, ils ne peuvent pas se révolter. Mais ils ont ce rancœur. Vous savez, les liens de sang sont sacrés. Donc, et puis les liens et les attaches, ils sont liés à leurs parents, par la tribu, ils sont Lari. Donc quelque part, ces enfants, ils sont petits, ils sont obligés d'obéir. Mais ils vivent avec nous, avec ce rancœur. C'est une souffrance qu'ils ont en eux. Même quand ils nous regardent, c'est ceux qui ne nous supportent pas. Quand ils entendent que les gens du Nord, ils ont exterminé ou ils ont pratiqué des pratiques génocidaires. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que je voulais intervenir, parce que je suis du domaine. Merci. Moi j'ai aimé quand vous avez dit que ce monsieur a écrit quelque chose, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a un avantage parce que ça suscitait le débat. Vous savez, dans la vie, tout est utile. Même les matières fécales servent à fertiliser le sol. Il faut seulement savoir utiliser à bon escient, même ce qui est mauvais, pour le transformer, le bonifier, le rendre bon. De ce point de vue, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous avez utilisé un mot que j'aime bien, l'éducation. Je terminerai par un homme illustre, Nelson Mandela, qui disait que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Dire que les Lari n'existent pas, on est là dans le nihilisme, on est dans le négationnisme dont parlait Samadian Kombi. Quand j'entends Nyagambwala au procès qui dit
nous nous préoccupons de l'avenir d'Emboshi. Hein, vous l'avez entendu cette phrase, hein, n'est-ce pas? Est-ce que Nyangambola a peur qu'un jour, on va exterminer l'Emboshi? Pourquoi il se pose cette question? Mais ce que Nyangambola oublie, c'est que la guerre n'a jamais été portée dans le Nord. Donc s'il craint qu'un jour on va exterminer l'Emboshi, il se trompe. Parce qu'en fait, le peuple congolais, dans sa profondeur, est pacifique. Il n'y a pas de revanchard. S'il a cette idée que le peuple Moshi sera tué, à mon avis, il se trompe du point de vue historique, parce que de toute façon, tous les crimes qu'on a vus ont été commis contre les Laris. Et les Laris, je vous prie, monsieur le juriste, les Laris existent. Dire qu'il n'existe pas, c'est le début même d'un projet d'extermination. Mais je suis sûr que ça ne vient pas de votre cœur, mais c'est peut-être un lapsus. Lari, c'est un sous-groupe. Ce sont les Bakongo, il y a les Sundi, il y a les Lari qui sont du côté du Nyari, les Lari qui sont, qu'on appelle les Balali, de l'autre côté de RDC. Les Lari en tant que tels, mon cher Gustave, je pense qu'il faudrait qu'on puisse voir le concept. Du point de vue ethnologique, les Lari ne constituent pas une ethnie, mais une tribu. Ah oui, il y a une différence entre ethnie et tribu. La tribu, l'ethnie est englobante. Elle recèle en son sein plusieurs sous-groupes qu'on appelle tribus. Dans le groupe ethnique Congo, il y a plusieurs tribus, au sein duquel il y a les Sundi, il y a les Congo de Boko, il y a les Balali, comme a dit mon frère, il y a les Teke du Poul, il y a les Bangala, il y a les Lari. Lari, c'est un croisement de plusieurs tribus de groupes ethniques Congo. C'est ce que j'ai dit, je ne renie pas l'existence de Lari, mon frère. Il y a eu une compréhension entre nous. Je peux me tromper, je ne détiens pas la science infuse. Que celui qui a la sapience pour me contredire le fasse. On est là pour discuter, pour confronter les points de vue. Nous avons des archives. Nous avons des archives que met la lumière. Au niveau de cette recherche, c'est simple, nous avons des archives. Au niveau de Aix. Obambi a dit une chose, elle a dit une chose capitale qui est relayée par le frère à côté. Moi j'aimerais entendre ça. Que deviendra l'avenir d'Emboshi? C'est ce genre de discours qui ramène le pays vers le bas. Que quelqu'un qui s'appelle Général Intel, du haut de son grade, se met comme ça à débiter ce genre de discours de manière officielle, c'est regrettable. Autant qu'on concrétise comme ça, c'est regrettable. Voilà pourquoi notre rôle de faiseur d'opinion en tant que journaliste, c'est de bannir ce genre de comportement. Soit-il d'un concours de Nyangambola, c'est pas national, ça ne contribue pas à cimenter le tissu de l'unité nationale. Et le rôle du journaliste, ce n'est pas celui de diviser, c'est de voir, d'une certaine manière, mettre sa plume au service de la cohésion sociale et non de la division sociale. Voilà, quand je m'en prends, et quand mon frère Nkunku dit, les Lari ne meurent que du génocide, mais ça fait droit dans le dos. Quand il dit, l'homme du Nord ne réagit que par instinct, mais ça fait droit dans le dos. Quand Nyangambola dit, l'avenir d'Emboshi, mais qu'est-ce qu'on a foutu avec l'avenir d'Emboshi? Le pays n'est pas géré que par l'Emboshi. Est-ce qu'une seule ethnie ou une seule tribu peut gérer le pays? Non. Même si vous êtes Lari, vous ne pouvez pas seul gérer le pays. Pour être élu au suffrage universel, il faut faire la cohésion de toutes les régions. Je ne vois pas Michel Dupoul dire, moi je suis Dupoul, avec le Poul Sommet serait président. Non. Voilà pourquoi, quand vous dites il faut en parler pour que ces choses ne puissent pas mourir. Parce que quand vous ne parlez pas, ça fait naître une haine sous-jacente. Il faut parler pour vider nos pensées. Et c'est parce qu'on a parlé que plus personne ne va se parler. Quand on ne se parle pas, alors chacun garde la rancœur. Et puis tout de suite, l'étincelle a pris feu et c'est la guerre. Il faut en parler pour vider nos pensées. Que chacun pense que ce qu'il a pensé hier était une fausseté parce qu'il a pu échanger avec quelqu'un qui lui a montré que c'est faux. Ce que Nyangambola dit, c'est regrettable, comme ce qu'on Nkunku dit, c'est regrettable. Voilà bien qu'on condamne les deux extrémités. Je voudrais rebondir sur l'intervention de mon aîné. Il a dit que le peuple congolais est un peuple pacifiste. Moi, je suis désagréablement surpris d'entendre cela parce que je connais intimement l'histoire de mon pays. Cette histoire ne s'est pas faite sans violence.
c'est une histoire. Depuis même l'existence de la colonisation, les violences ont été perpétrées. Et jusqu'à ce jour, si nous avons du mal à constater une stabilité institutionnelle, c'est parce que justement ces violences demeurent. Si nous, peuple congolais, ne reconnaissons pas l'existence de ces violences, qu'elles soient institutionnelles ou autres, je pense que nous ne serons pas en phase avec notre histoire, nous ne serons pas prêts pour le rendez-vous de demain. Donc je pense que à un moment donné, il faut que nous parvenons à régler ces problèmes, à parler ensemble, pour essayer de voir tous ensemble, dans la même vision, une vision unique, l'avenir de ce pays que nous pourrons tous relever, droite, gauche, comme vous voulez. Donc voilà un peu la précision et la contribution qui était la mienne. Si les autorités politiques, depuis l'indépendance, depuis Massamba Débat, jusqu'à son excellence aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso, si les autorités politiques, les différents gouvernements successifs avaient pris le temps d'analyser, d'inscrire, peut-être pas dans la Constitution, mais d'inscrire dans nos livres d'histoire et de géographie l'histoire de notre pays, aujourd'hui on ne serait pas là à constater des inepties historiques, des mensonges historiques de la part de M. Dominique Nkunku. Parce que c'est déjà écrit, noir sur blanc, les gens étudient ça depuis l'école primaire, jusqu'au collège, jusqu'au lycée, jusqu'à l'université. Mais comme ce n'est pas écrit, eh bien, il peut se permettre de prendre une situation dramatique comme celle du pool et en faire un fonds de commerce là-dessus. Ventre affamé n'a point d'oreille, ben, il veut se faire entendre, ben, il écrit des inepties historiques qui bafouent même son autorité intellectuelle. Pour terminer, je vais seulement suggérer, inviter chacun de nous ici à une méditation, à méditer un proverbe africain que j'aime bien. Ce proverbe qui dit que les dents et la langue habitent ensemble, mais il arrive souvent que les dents blessent la langue. Donc, on ne peut jamais vivre ensemble sans avoir des problèmes. Même au sein de nos petites familles, il y a des problèmes. Combien de fois au niveau national? Donc il faut souffrir au Congo, il faut supporter qu'il y ait des Lari, des Mboshi, des Gangoulou, des Dondo. Ce sont des êtres humains. Personne ici ne me dira qu'en naissant, il avait choisi sa famille, sa région, sa religion, sa tribu. Nous devons faire un effort de transcender nos différences pour vivre en harmonie. L'unité ne signifie pas uniformisme, s'il vous plaît. Donc, je suis tout à fait en phase avec ceux qui pensent le contraire de ce que j'ai dit, pourvu qu'ils me démontrent que je me suis trompé. S'ils arrivent à me convaincre, je reconnaîtrai que je me suis trompé. Personne à la science infuse ici. Je vous remercie, mes sœurs. Je vous remercie, mes frères. Je vous avoue que c'était pour nous un plaisir de voir cette diaspora congolaise dans la salle venir participer à ce débat. Et moi, j'ai aimé toutes ces questions qui peuvent fâcher, c'est très bien. Et le club France Libre Propos va continuer à organiser les débats. Et comme il sera invité, nous viendrons parce que pour nous, Paris, c'est une plateforme où on devrait animer des grands débats. Je repars avec un sentiment bon parce que Paris ne brille que par des pugilats, Paris ne brille que par les voies de fait, Paris ne brille que par vraiment des actes répréhensibles par la loi. Alors que c'est le milieu de la raison, c'est qu'ici on débat les grandes questions. On devait tricher ce que les Français font quand ils ont des débats. Mais nous au Congo, la diaspora, malheureusement, a pu briller par des actes répréhensibles. Et là, je suis fier parce que vous êtes venus au débat tellement sain et vous avez posé des questions, personne n'a été inquiété, personne n'a été bousculé. Ça, je dis félicitations, on peut commencer à changer comme ça.